On va demander à Anne Grabinski, qui est juriste, donc qui fait partie du Gréco, de nous parler des aspects réglementaires de la gestation pour autrui. Oui, alors merci déjà à Catherine de m'avoir proposé de parler de la gestation pour autrui. C'est vrai qu'on avait lancé le débat sur ce sujet à l'occasion d'un groupe de travail que nous avons monté l'année dernière. La gestation pour autrui, en fait, était une conséquence naturelle de notre discussion sur peut-on conserver le cortex ovarien dans un contexte d'hystérectomie. Alors c'est vrai que la réponse juridique, avant de passer aux aspects vraiment réglementaires de la gestation pour autrui, je rebondis sur ce qu'a dit Catherine tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, je me suis posé aussi beaucoup la question par rapport aux dispositions sur la conservation de tissus germinaux. Donc c'est vrai, j'ai rassuré un peu Catherine en disant que étant donné que l'on peut conserver le tissu germinal dans un but de fertilité future, dans un but de procréation future, et que en plus la définition de la procréation médicalement assistée était relativement large et ne faisait pas état de toutes les techniques présentes. Donc on pourrait éventuellement supposer que ça pourrait être une précaution légitime que de conserver le tissu ovarien dans ce contexte d'hystérectomie. Alors sous réserve bien évidemment de l'admission de la gestation pour autrui par le législateur par la suite. Mais en tout cas ça pourrait être éventuellement une possibilité. Alors la gestation pour autrui évidemment est apparue dans nos débats très très rapidement. Et donc c'est cet aspect-là que je vais aborder dès maintenant. Et le plus rapidement possible, bien évidemment aussi. Alors, une intervention sur les aspects réglementaires de la gestation pour autrui est en fait un véritable défi pour le juriste et à double titre. Premièrement parce que le sujet est réellement complexe juridiquement et très très large puisqu'il fait appel à de très nombreuses notions et de nombreux principes qu'il va falloir clarifier. En second lieu parce que en réalité il est très malaisé de se départir de l'émotion suscitée par un sujet aussi pénible, et émotion peut-être d'autant plus prononcée lorsqu'on est soi-même une femme et que donc on se sent profondément concerné par toutes les questions entourant la maternité. Mais j'ai pris le parti en fait dans cet exposé de me départir complètement de cet aspect émotionnel et de décrire avec toute la neutralité possible, si elle est possible, les seuls aspects juridiques, purement juridiques de la gestation pour autrui, à l'exclusion de tout autre élément. Alors il me semble en fait que cette approche est nécessaire pour décortiquer et en toute humilité tenter d'expliquer les mécanismes juridiques souvent complexes, difficiles à comprendre et, soyons honnêtes, parfois difficilement digestes également. Alors j'avais prévu de développer également le régime juridique proposé par le groupe de travail sénatorial sur la maternité pour autrui, mais Madame la sénatrice le fera sans doute beaucoup mieux que moi. Donc je me limiterai à développer la situation juridique actuelle de la gestation pour autrui. Alors la gestation pour autrui, en fait, n'est qu'un aspect de la maternité de substitution prise dans son ensemble, puisqu'elle implique que l'enfant porté par la femme ne soit pas également issu de l'un de ses ovocytes, contrairement à la procréation pour autrui. Alors les textes en vigueur en France traitent aujourd'hui de cette maternité de substitution dans son ensemble et interdisent donc et la procréation pour autrui et la gestation pour autrui. Elle est considérée comme portant atteinte à la dignité et est interdite dans son principe et ne saurait donc produire aucun effet juridique lorsqu'elle a été mise en œuvre en dépit de cette interdiction. Alors l'évolution de la réflexion et peut-être l'évolution de la société permet de penser qu'elle pourrait être prochainement autorisée. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, qui a fait un grand bruit médiatique en octobre 2007 et qui n'a pas annulé la transcription des actes d'état civil établis aux États-Unis, ainsi que le rapport du Sénat de juin 2008, en sont peut-être les prémices. Alors, avant 1994, le législateur ne s'était pas expressément prononcé sur la question de la maternité de substitution, contrairement à la jurisprudence qui a été à l'origine des dispositions actuelles interdisant cette pratique. Alors, le premier arrêt fondamental a été rendu en 1989 par la Cour de cassation et concernait l'association Alma Mater qui mettait en relation les parents intentionnels et les mères porteuses entre guillemets, puisqu'aujourd'hui on n'utilise plus ce terme. Alors cet arrêt concernait la dissolution de cette association
Mais en dépit de ce problème particulier, en fait, il aborde 3 aspects juridiques essentiels qui sont liés à la maternité de substitution, à savoir la convention de maternité de substitution et les difficultés qui découlent de cette qualification de contrat, le fait que ce type de convention qui porte sur la personne humaine contrevient au principe d'ordre public d'indisponibilité de l'état des personnes, je reviendrai sur toutes ces notions bien évidemment, et le détournement de l'institution d'adoption. Ensuite, il y a 2 autres aspects des difficultés qui tiennent à la maternité de substitution et qui ont été également soulevés à l'occasion d'autres affaires judiciaires. D'une part, celui de l'établissement de la filiation maternelle par le biais de la possession d'État, et encore un autre, celui de la transcription sur les registres de l'état civil des actes de naissance d'enfants qui sont nés à l'étranger. Et puis, bien évidemment, on ne peut omettre l'existence de sanctions pénales qui peuvent être prononcées en cas de maternité de substitution. Donc je regrouperai mon propos autour de 3 axes principaux. Le premier, la justification de l'interdiction de recourir à la gestation pour autrui. Le deuxième axe, les sanctions pénales liées à la maternité de substitution. Et le troisième axe, les tentatives d'établissement de la filiation après une maternité de substitution. Alors concernant la justification de l'interdiction, le premier point est la nullité de la convention de mère porteuse. Alors, l'article 16.7 du Code civil, inséré par la loi de bioéthique de 1994 et qui n'a pas été modifié en 2004, a effectué en fait une traduction légale de la jurisprudence établie quelques années auparavant. Alors, ce texte dispose « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Alors, la sanction civile d'une éventuelle convention, c'est-à-dire d'un éventuel contrat, qui contrevient aux règles juridiques relatives à ces contrats, est la nullité, c'est-à-dire qu'il y a une disparition et une suppression rétroactive de l'ensemble des effets de ce contrat. Donc, on fait comme si on retournait en arrière et donc la situation doit être exactement comme avant que ce contrat ne soit passé. Alors, pourquoi ce type de contrat est nul? Alors, premièrement, parce que, on va faire un peu de théorie du droit, lorsque vous avez un contrat, ce contrat doit avoir un objet et une cause. Alors, l'objet, c'est ce sur quoi il porte, et la cause, c'est le but dans lequel on souscrit cette convention, ce contrat. Alors, l'objet d'un contrat doit être licite. Or, la personne humaine ne peut pas être l'objet d'un contrat, puisqu'on ne peut pas s'accorder sur une personne. Et puis, ce contrat ne peut pas non plus être contraire à l'ordre public, c'est-à-dire, on va dire, schématiquement aux intérêts nationaux supérieurs, et pour la même raison, puisqu'on ne peut admettre qu'un contrat porte sur une personne humaine, puisque ce serait contraire à la dignité de la personne. Alors, deuxième point, cette convention, ce contrat de mère porteuse, entre guillemets, porte également atteinte à l'indisponibilité de l'état des personnes. Alors, pour résumer, l'état d'une personne, c'est son état civil, à savoir son identité civile, c'est-à-dire ce qui le distingue en tant qu'individu par rapport aux autres membres de la société. Et donc entre dans cet état civil sa situation de famille, sa nationalité, son sexe et ce qui nous intéresse, sa filiation. Alors, l'état de la personne en tant qu'individualisation de cette personne au sein de la société fait que personne ne peut s'en dépouiller ou ne peut en être dépouillé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider un jour de se dire « Ah, finalement, mon âge ne me convient pas, alors je vais changer ma date de naissance ». Ou alors, ma famille ne me convient pas, donc je vais passer un contrat avec mon voisin, et donc dans ces cas-là, parce que je l'aime bien, eh bien, il va être mon père, et parce que mon père, je ne l'aime pas du tout. Cela signifie donc que l'état d'une personne ne peut faire l'objet d'une convention. On ne peut pas décider un jour de changer son état. Alors, vous allez me dire que c'est possible de changer d'état, et notamment d'état civil, puisqu'on peut passer du statut de célibataire au statut de personne mariée. Mais ce changement est possible non pas par le jeu de sa propre volonté et par le jeu d'un contrat qu'on va passer avec quelqu'un, mais parce que là, on va rentrer dans un cadre juridique, parce que la loi vous aura autorisé à changer d'état civil. Alors, en matière de maternité de substitution, en fait, il va falloir aussi se référer à quelque chose, c'est que l'état d'une personne, en réalité, c'est la réalité qui est saisie par le droit. Si un changement de la réalité intervient, le droit pourra en tenir compte. Alors, en matière de maternité de substitution, la réalité, c'est laquelle ? La gestatrice, c'est la mère de l'enfant, puisque c'est elle qui en est enceinte et qui va accoucher.
Parce que le principe en droit français, c'est que la mère, juridiquement, c'est toujours celle qui accouche, en dépit de la non-appartenance génétique de cet enfant, par exemple avec le don d'ovocytes, bien évidemment. Mais puisque c'est elle qui en a accouché, ce sera elle qui en sera la mère. Donc la réalité, d'un point de vue juridique, la femme qui accouche est la mère. Alors si on admettait la gestation pour autrui, qu'est-ce qui se passerait? Alors même si dans la réalité, telle qu'elle existe aujourd'hui, la gestatrice serait réellement la mère de l'enfant, en fait on admettrait que l'état de cet enfant ne serait pas conforme à cette réalité parce qu'on en aurait décidé au préalable et en plus par le biais d'un contrat. Donc évidemment on modifierait par le simple jeu de la volonté une donnée de la réalité. Alors, une fois la justification de cette interdiction précisée, passons maintenant aux sanctions pénales qui sont liées à la maternité de substitution. En fait, il y a deux principales infractions qui peuvent être appliquées. D'une part, le délit de supposition d'enfant, et c'est l'article 227-13 du Code pénal. Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. La substitution volontaire, c'est-à-dire l'échange d'enfants, la simulation, donc le fait de prêter à une femme un accouchement qui n'a pas eu lieu. Là, on est en plein dans cette infraction, puisque la femme la mère intentionnelle n'est pas la femme qui a accouché, ou une dissimulation qui a entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant. Alors cette sanction peut être appliquée sans difficulté dans cette hypothèse, sauf si l'ensemble du processus de la maternité de substitution a eu lieu à l'étranger, et y compris la demande de transcription des actes d'état civil, et si ce processus a eu lieu dans un pays où cette pratique est légale. Alors maintenant, en ce qui concerne les intermédiaires, donc par exemple les associations qui mettent en relation les parents intentionnels et la gestatrice, il y a une infraction qui est spécifique. Il y a un article 227-12 dans le Code pénal qui va réprimer la provocation à l'abandon, l'entremise en vue d'adoption et le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre. Malgré l'interdiction et les sanctions, des couples ont toutefois décidé d'avoir recours à la maternité de substitution et de lui faire produire des effets. Donc c'est le troisième point que je vais aborder. D'une part, il y a l'adoption. Alors c'est par le biais de ce mécanisme-là que les parents intentionnels ont tenté de faire établir la filiation de l'enfant né d'une gestatrice. L'enfant a été déclaré à l'état civil sans indication du nom de la mère, avec la seule reconnaissance qui a été faite par le père, et puis la mère intentionnelle engageait une procédure d'adoption de l'enfant de son époux, puisque la loi autorise l'adoption de l'enfant du conjoint. Alors, il y a eu quelques décisions favorables de la part des juges du fond, qui ont eu l'occasion de se prononcer sur ces demandes d'adoption, mais la Cour de cassation, dans un arrêt très important de l'Assemblée plénière du 31 mai 1991, a refusé l'accès à l'adoption pour ce type de filiation, puisque les juges ont considéré qu'il s'agissait d'une fraude à la loi, c'est-à-dire qu'il y a eu un détournement des règles dans un but autre que celui pour lequel elles ont été établies, et donc cette adoption a été faite pour contourner une interdiction légale. Puisque le but de l'adoption, quel est-il? Il a pour but de donner une famille à un enfant qui n'en a pas, alors qu'ici, il s'agissait d'organiser un abandon afin de donner un enfant à une famille qui n'en avait pas, et en plus en portant atteinte au principe de l'indisponibilité du corps et de l'état des personnes. Alors aujourd'hui, puisqu'il y a un article dans le Code civil qui interdit les conventions de maternité pour autrui, cet article est d'ordre public, c'est-à-dire que le juge est lié par le texte et donc est dans l'obligation de refuser une adoption d'un enfant qui est issu de cette pratique. Alors, autre moyen pour tenter d'établir la filiation maternelle, c'est de l'établir par la possession d'état. Alors, qu'est-ce que la possession d'état? C'est une réunion d'un certain nombre d'éléments. Alors, dans ces éléments, il y a le nom, la manière de traiter l'enfant comme le sien, la réputation, c'est-à-dire tout le monde considère que l'enfant est bien l'enfant des parents qui l'élèvent, pendant une assez longue durée, et qui va permettre de considérer que l'enfant ne peut être que l'enfant de telle ou telle personne ou de tel ou tel couple. Alors, il est toutefois des conditions pour que cette possession d'état soit valable. Elle doit être continue, donc sans interruption, paisible, publique et non équivoque. Or, il y a une circulaire de 2006 qui a précisé que le caractère équivoque, donc qui prêtait à doute, pouvait résulter d'une fraude à la loi et donc du contournement des règles relatives à l'interdiction de la maternité de substitution.
Et donc, la possession d'état ne permet pas non plus d'établir la filiation maternelle de l'enfant qui est né d'une gestatrice. Alors, troisième possibilité, lorsque les couples partaient à l'étranger et voulaient faire transcrire les actes d'état civil dans l'état civil français. Alors, lorsque la gestation pour autrui est mise en œuvre dans un pays où cette pratique est légale, les parents intentionnels disposent d'un acte de naissance et souvent d'une décision judiciaire où ils figurent en tant que parents de cet enfant. Donc, il y a une filiation qui est établie à l'étranger. Alors, les difficultés commencent lorsqu'ils veulent faire transcrire ces actes d'état civil étranger dans l'état civil français, puisque l'acte étranger se trouve transformé en acte français et donc doit être conforme aux règles d'ordre public édictées par la loi française. Alors, il y a tout de même un principe, c'est que les actes étrangers font foi jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez un acte de naissance ou une décision judiciaire étrangère, on va considérer qu'elle est parfaitement légale, qu'elle ne prête pas à doute, et que donc on peut éventuellement, sans aucun souci, transcrire ces actes dans l'état civil français. Mais, en cas de doute, le parquet du tribunal de grande instance de Nantes peut être saisi pour vérifier la conformité de ces données à la réalité, et la filiation des enfants peut donc se trouver être contestée par le procureur. Alors évidemment, vous me voyez venir, dans l'affaire de 2007, qui a relancé le débat sur la gestation pour autrui, la Cour d'appel de Paris n'a pas annulé la transcription des actes d'état civil. Alors sans vouloir rentrer dans tous les détails juridiques, techniques et complexes qui ressortent de cette décision, on peut la résumer de cette manière. La Cour d'appel a estimé que l'ordre public international, et qui était le seul argument soulevé par le ministère public, ne s'opposait pas à ce que soit reconnue en France une filiation qui était établie par un jugement rendu à l'étranger et constatée dans des actes d'état civil réguliers. Il y avait des actes réguliers, et donc puisque le seul argument était de dire que tout ceci était contraire à l'ordre public, le plus probablement, c'est que cet argument n'était pas suffisant et que la référence à l'ordre public n'était pas suffisante pour annuler cette transcription. Sachant que l'ordre public est quand même une notion relativement mouvante, que l'on peut interpréter de diverses manières. Et donc, on peut éventuellement voir dans cet arrêt une brèche ouverte. On peut voir dans cet arrêt éventuellement une volonté éventuellement d'autoriser la gestation pour autrui. Mais d'autres considèrent que cette décision était juste en partie justifiée par un argumentaire incomplet du ministère public, et donc que c'était en partie une décision d'opportunité pour éviter que les enfants voient toute la filiation détruite et pas seulement la filiation maternelle, puisque la conséquence aurait été l'annulation pure et simple de toute filiation à l'égard de cet enfant, y compris la filiation paternelle, alors que le père peut bien évidemment reconnaître l'enfant qui est le sien. Alors, quelle que soit la portée à apporter à cet arrêt, et en attendant la position de la Cour de cassation, donc on attend l'arrêt, vraisemblablement fin 2008, il devrait intervenir. Cette décision a eu au moins le mérite de relancer le débat sur la gestation pour autrui, et la question est désormais posée. La gestation pour autrui serait-elle en passe de devenir une pratique autorisée ? Alors, en réalité, l'admission ou le refus de cette gestation pour autrui est avant tout un choix de société. Il est en effet toujours possible de modifier la règle juridique ou l'interprétation de cette règle. Donc, le choix reste à faire. Je vous remercie de votre attention.